Bonsoir à tous. À la une de ce 22h, l'état clinique du deuxième cas confirmé de coronavirus au Sénégal est stable selon le ministre de la Santé. Le patient, qui est un résident français de 80 ans, est au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Des cas suspects sont en train d'être suivis, informe le directeur général de la Santé en attendant les résultats des prélèvements. Rapport 2017-2018 de l'OFNAC, Petrotim, Timis Corporation et Cosmos Energy épinglés pour délit de faux et usage de faux, concussion et complicité de concussion. 425 hauts fonctionnaires assujettis n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. À la synthèse à suivre avec Amadou Moustapha Dian. Guy Marius Sagna, provisoirement libre depuis cet après-midi, mais le combat pour la baisse du coût de l'électricité continue. L'activiste va continuer à défendre ses convictions citoyennes selon son avocat, Maître Khourechiba, et ses camarades de Nyolan qui informent que le combat ne fait que commencer. Le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz va en grève dès minuit. Un mot d'ordre de 72 heures pour le déblocage des négociations sur le projet de la convention du sous-secteur des hydrocarbures, la situation de la SAR et le cas de Gazal Transport. Le journal de la santé va compléter cette édition mise en onde par Paplaye. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Deuxième cas de coronavirus confirmé par les autorités médicales. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans. Son tableau clinique n'est pas inquiétant selon le directeur général de la santé, le docteur Marie-Remes Ngom Ndiaye, jointe par Bayomar Gueye. Oui, nous confirmons, merci beaucoup M. Gueye, nous confirmons parce que le comité est communiqué déjà dans les rédactions des différentes presses. Oui, alors est-ce qu'on peut avoir d'informations beaucoup plus précises? D'où vient-il? Est-ce que vous avez pris les mesures qui s'y est? Voilà, c'est toutes les mesures correspondant aujourd'hui aux procédures normalisées, donc qui consistent à ce quand les personnes viennent des voyages, donc ils sont déjà traqués au niveau du dispositif aérien. Là, pour ce cas-là, il n'avait pas de fièvre, donc il est rentré tout bonnement chez lui, jusqu'à ce qu'il sente une certaine symptomatologie pour aller donc aujourd'hui au niveau de l'hôpital de Guédiawaye. Il s'agit d'un homme. C'est un homme âgé de 80 ans. Oui. Voilà. Et qui est originaire d'où? En France. Donc il est en France actuellement à Sarcelles. Il venait de Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Donc comme il s'est présenté au niveau de l'hôpital Roi-Baudouin. Est-ce que son tableau est inquiétant? Les signes, comment il se présente, le patient? Il n'est pas inquiétant, mais c'est une personne vulnérable parce que c'est une personne qui a donc plus de 60 ans, qui a 80 ans. Alors, donc c'est la particularité. Mais pour le moment, son état de santé est stable au niveau donc du centre de traitement et d'isolement de femmes. Donc au total, il y a 2 cas pour l'instant. Confirmés. Confirmé, oui. Les alertes quand même, on en a et nous connaissons de les suivre suivant la procédure. Et quelle est la stratégie qui est dégagée par les autorités? La stratégie reste la même. La stratégie, elle est purement sanitaire. Donc, nous suivons les cas suspects jusqu'à ce qu'ils deviennent des cas probables. Et maintenant, si on fait les prélèvements, s'ils sont positifs, dès qu'ils sont probables, ils sont au niveau donc, du centre de traitement. Donc là, c'est le suivi des contacts. Pour le Français, et depuis lors qu'il a été positif, sa famille est en quarantaine à domicile. Et ils ont été donc prélevés et nous attendons les résultats. Le deuxième cas de coronavirus pour le Sénégal a été notifié cet après-midi par l'Institut Pasteur de Dakar, un résident français de 80 ans. Il est pris en charge à l'hôpital Fann, sa famille mise en quarantaine. Ndeye Khady Diop. L'Institut Pasteur de Dakar vient de notifier un second cas positif au Covid-19. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020. Il a été consulté le 2 février 2020 à l'hôpital Roi-Baudouin où il a été pris en charge puis transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. Son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge. L'état de santé du premier patient de nationalité française, confirmé positif, est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann et son état continue de s'améliorer. Le second patient, cas suspect de nationalité gambienne, venant d'Espagne, est mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann. Il a été libéré hier, 2 mars, après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la surveillance épidémiologique et la prise en charge des cas. La tutelle
conformément à sa ligne de conduite basée sur la transparence, s'engage à fournir quotidiennement aux populations des informations mises à jour sur l'épidémie. Sur les méthodes de prévention du coronavirus à l'école Camp Ouakam, plusieurs prestations se sont déroulées en présence du ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, pour montrer aux enfants comment se prémunir contre cette maladie. Un geste symbolique que le ministère de l'Éducation nationale compte étendre dans d'autres établissements et d'ARA pour lutter contre le Covid-19, compte rendu de Aïssatou Gueiba. Non! Oui! Voilà comment la sensibilisation contre l'épidémie du coronavirus a débuté ici à l'école primaire Camp Ouakam. Plusieurs prestations des élèves en classe de CM2, des règles d'hygiène, méthodes et prévention pour montrer aux enfants comment se propage cette maladie. Une tournée du ministère de l'Éducation nationale qui prend racine dans la commune d'Elébou. Un public composé d'une délégation ministérielle, des parents d'élèves et professeurs pour marquer cette journée. La sensibilisation et la prévention constituent des enjeux majeurs, précise le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la leçon de vie que nous voulons de suivre et qui constitue le point de départ d'un paquet d'activités que nous allons déployer dans nos écoles et nos daras. D'hygiène, de formation, d'information et de sensibilisation, mais aussi l'élaboration de supports pédagogiques et didactiques. Je saisis aussi l'occasion pour lancer un appel à toute la communauté éducative à rester vigilant et à se mobiliser pour une meilleure coordination de la lutte contre le coronavirus. Initiative qui semble bien n'avoir été perçue par les habitants de la commune de Ouakam. Il appartient à cette couche vulnérable d'appliquer ces méthodes de prévention, précise le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo. Maintenant, à vous les élèves de retenir les consignes et d'être les vecteurs de sensibilisation et d'information partout où vous serez. Une implication du ministre de l'Éducation nationale pour une mutualisation des bonnes pratiques dans les établissements pour se prémunir du coronavirus. Si on sait que 3 500 000 élèves sont dans le public et le privé, chose qui rend davantage vulnérables ces jeunes apprenants. Venu présider l'atelier de partage du rapport d'évaluation de la législation du travail, le ministre du Travail invite les populations face au coronavirus à changer de paradigme et à prolonger la veine ouverte par le président Macky Sall qui consiste à gagner en propreté et en salubrité pour se prémunir de la maladie. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, est au micro de Ismaël Marcel Koli. Pour ce qui est du coronavirus, l'exigence qui s'impose à nous tous, c'est d'abord de ne pas paniquer. En réalité, quand on est effrayé outre mesure, on perd une bonne partie de sa capacité de réagir. Deuxième chose, il ne faut pas que nous versions dans la stigmatisation. Il y a là une maladie qui nous montre bien que nous vivons aujourd'hui dans le même monde. Autrement dit, que nous le voulions ou pas, le Sénégal n'est pas en fait en rupture avec le reste du monde. Cela étant dit maintenant, quelles sont les mesures de sauvegarde qu'ensemble nous pouvons prendre pour que, évidemment, cette maladie-là ne prospère pas dans notre pays. C'est en fait un changement également à ce niveau de paradigme qui ferait que, par rapport à nos bonnes habitudes de nous serrer les mains à tout vent, de partager la même boisson en utilisant les mêmes ustensiles, etc., que nous soyons un peu plus regardants, que nous continuions à prolonger la veine qui a été ouverte par Monsieur le Président de la République, qui consiste à gagner en propreté et en salubrité. Si nous faisons cet effort-là, il est évident que nous pourrons, par la grâce de Dieu, nous prémunir par rapport à cette maladie. Lancement du dispositif Sentinelle, un mécanisme d'alerte et de riposte destiné à combattre les maladies d'origine alimentaire. Le service d'hygiène de Dakar était au marché Tilène et au champ de course pour des contrôles conjoints, des contrôles sur la salubrité des produits, des lieux et aussi de l'environnement. Ce dispositif Sentinelle va s'étendre au-delà des marchés et champs de Dakar. Josette Kali. Visite médicale bi da nga ko war a di renouveler chaque 6 mois. Du def at du def ñaari at. Visite yi ci yore ne dafa jeex. C'est ainsi que le dispositif Sentinelle a été lancé simultanément au marché Tilène et au champ de course.
Un plan qui entre dans la promotion du plan Fagaru est l'occasion pour le service d'hygiène de contrôler les lieux et la salubrité des denrées alimentaires dont les impropres à la consommation font plus de 425 000 décès par an dans le monde. Major Alangom de la sous-brigade départementale. Le système de nettoiement et de désinfection des marchés, des robinets, et le système d'assainissement et le nombre de personnes desservies par le marché pour voir les conditions d'hygiène, comment les améliorer. L'autre branche du contrôle, c'est les denrées alimentaires. Pour voir est-ce que c'est des denrées corrompues, toxiques ou périmées. Et il s'agit de garantir l'iniquité et la salubrité des aliments. Tout ça, c'est des aspects qui nous permettent vraiment de maîtriser les maladies d'origine alimentaire qui touchent chaque année 600 millions de personnes dans le monde. Et ça tue 420 000 personnes. Un dialogue professionnel en vue vraiment d'endiguer ce phénomène qui est dangereux pour la santé publique et qui menace tous les pays du monde. Dorénavant, chaque mois, 2 visites seront effectuées pour ces séries de contrôles qui ne vont pas se limiter seulement au marché. Toutes les communes qui vont recevoir le dispositif et ça va aller jusqu'au champ, au niveau des maraîchers pour faire un contrôle. C'est un contrôle de la fourche à la fourchette, de la ferme à l'assiette. Quant au maire de la Médina, Bamba Fall, il plaide pour le renforcement des moyens du service d'hygiène afin de leur faciliter les interventions. Nous avions toujours des problèmes avec les commerçants. Ils trouvent même le moyen maintenant de changer les dates de péremption. Vous saviez que beaucoup de maladies sont liées à cette mauvaise alimentation. Donc le service d'hygiène doit être renforcé pour mieux régler définitivement ce problème. Nous, en ce qui nous concerne, nous serons avec le service d'hygiène l'appuyer pour que définitivement ces fléaux puissent être éradiqués. La prévention des maladies diarrhéiques, la salubrité des vendeurs et surtout mettre un terme à la vente des produits impropres à la consommation, tel est l'objectif du service d'hygiène départemental à travers ce dispositif Sentinelle qui va prendre en compte tous les marchés et autres champs. Sud FM, l'info, c'est ici. Rapport 2017-2018 de l'OFNAC, Petrotim, Timis Corporation et Cosmos Énergie épinglés pour délit de faux et usage de faux, concussion et complicité de concussion. Ce dossier fait partie des 5 transmis au procureur de la République. 425 hauts fonctionnaires assujettis n'ont pas encore déclaré leur patrimoine, indiquent les rapports. Les questions de corruption, d'escroquerie foncière et de fraude sont les plus usuelles. Amadou Moustapha Dian. Au total, sur les 2 rapports 2017-2018 de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, remis ce vendredi 28 février au président de la République, seuls 5 dossiers ont été transmis au procureur de la République. Des plaintes déposées devant le procureur pour détournement de deniers publics, escroquerie et complicité d'escroquerie ou encore faux et usage de faux. Concernant le rapport de l'année 2017, 12 dossiers ont été finalisés, 5 ont été examinés par l'Assemblée des membres, dont 2 transmis à l'autorité judiciaire. Parmi ces dossiers transmis figure l'affaire Petrotim Sénégal. En effet, l'OFNAC a été saisi d'une lettre de dénonciation relative à des faits supposés de fraude et de corruption concernant le transfert de la vente d'actions entre Petrotim Sénégal, Petrotim Limited et Timis Corporation et Cosmos Énergie. L'enquête a permis de viser les délits de concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux prévus par les articles 156, 132 et suivants du Code pénal. Ce dossier a été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. Retenez qu'à la date du 31 décembre 2018, il y a encore 425 autorités assujetties à la déclaration d'entrée de patrimoine qui ne l'ont pas encore effectué et 96 autres déclarations de sortie qui étaient encore attendues. Le rapport de l'OFNAC 2018 indique que 73 plaintes et dénonciations ont été enregistrées et Dakar se taille la part du lion avec 44 de ces plaintes, suivies de Thiès 14 plaintes et Ziguinchor 3 plaintes. En effet, le rapport n'a épinglé que l'ASER, le SAMU municipal, la Chambre des métiers de Dakar, la mairie de Sam Notaire, entre autres institutions. Concernant la nature de ces plaintes, 24 relèvent de fraude et ou corruption, alors que 14 sont des affaires foncières et les autres réparties entre des affaires de faux, usage de faux, d'abus de confiance, de violation et de détournement. Rappelons que selon l'article 17 de la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012, l'OFNAC établit chaque année un rapport d'activité qui comporte notamment les propositions de mesures tendant à prévenir les actes de fraude ou de corruption. Alors vivement la publication du rapport 2019. Il est également possible de consulter ces 2 rapports sur le site internet de l'OFNAC.
Amadou Moustapha Dieng sur le rapport 2017-2018 de l'OFNAC, Petrotim Timis Corporation et Cosmos Energy, épinglé pour délit de faux et usage de faux, concussion et complicité de concussion. 425 hauts fonctionnaires assujettis n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. En assemblée générale, le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal décrète 72 heures de grève pour blocage de négociations. La situation de la SAR, entre autres difficultés. Un mot d'ordre du SNT-PGS qui a fait face à la presse au siège de la CNTS-FC Birama Ndiaye. Une grève de 72 heures a compté de ce mardi à minuit décrétée par le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal, SNT-PGS. Ces syndicalistes dénoncent le blocage dans les négociations sur le projet de la convention du sous-secteur des hydrocarbures. Sarah Konaré est le secrétaire général par intérim. Après avoir constaté que depuis le 13 février, date de notre conférence de presse d'alerte, le camarade président qui s'était engagé à ne ménager aucun effort pour trouver auprès des autorités des rencontres avec le syndicat pour bloquer la situation n'a pu obtenir rien de concret malgré ses multiples efforts, tout en exprimant notre entière disponibilité à poursuivre les négociations sur les points contenus dans notre préavis du 3 août 2019. L'Assemblée générale décide de décréter un mot d'ordre de grève de 72 heures à compter de ce mardi minuit. Je vous remercie pour votre aimable attention. La situation de la SAR, Société africaine de raffinerie, est inquiétante selon Serge Diop de la CNTS-FC. Mais nous voulons surtout que les travailleurs de ce secteur soient traités comme des travailleurs dignes de ce nom, que les violations cessent, que l'État apporte des solutions aux difficultés du secteur, que l'État prenne ses responsabilités pour que notre raffinerie joue pleinement son rôle. Même son de cloche à Gazal Transport, où plus de 14 chauffeurs sont limogés. Le délégué de personnel dénonce. Mamadou Bodjan. Mars-avril 2019, on a eu 14 conducteurs qui ont été licenciés de la société Transport Adjouma Gazal. Ils leur reprochent tout sauf ce que moi je dirais la vérité. On les a fait travailler pendant 6 ans, 7 ans, 10 ans, sans contrat. Depuis un an, les négociations entre la centrale syndicale et le patronat du secteur des hydrocarbures concernant la convention collective n'a pas trouvé écho favorable chez les travailleurs. S'y ajoute la situation alarmante de la SAR et le cas de Gazal Transport qui évolue dans le secteur des hydrocarbures. Tout compte fait, les 7 sous-sections syndicales unissent leurs forces pour aller en grève de 72 heures en espérant que le patronat va résoudre leurs doléances. Colère à Saint-Louis des enseignants membres du syndicat de l'enseignement professionnel et technique qui ont observé ce mardi une assemblée générale suivie d'un sitting. Ils sont très remontés contre leur tutelle Dame Diop et demandent plus de respect et de considération. Ces enseignants exigent aussi du ministre le paiement de leurs indemnités de correction et de déplacement lors des examens. Yves Tendeng. Indemnité, Dame Diop, respect, Dame Diop, considération, Dame Diop. Plus de respect et de considération, c'est ce qu'exigent aujourd'hui les enseignants membres du syndicat de l'enseignement professionnel et technique et ceux de la part de leur tutelle. Mamoudou Keba Siré Diallo en est le secrétaire général chargé de la communication du syndicat. Aujourd'hui, il faut le constater que c'est très rare de voir le syndicat de l'enseignement professionnel et technique dans les médias, mais c'est parce que l'heure est grave. Pourquoi ? Parce que depuis le début de l'année, c'est-à-dire au mois d'octobre, notre syndicat de l'enseignement professionnel et technique avait déposé un préavis de grève depuis le mois d'octobre. Maintenant, face au mutisme surtout de notre ministre de l'enseignement professionnel, en l'occurrence M. Dame Diop, nous avions démarré par faire un premier plan d'action au mois de décembre. Et jusque-là, nous sommes à notre 6e plan d'action pour dire comment est-ce que maintenant notre ministre est préoccupé par d'autres situations qui sont autres que le développement de la formation professionnelle et technique. Nous avions constaté un manque d'équipement crucial dans les centres de formation professionnelle, en l'occurrence le centre de Kaffrine. Aujourd'hui, nous l'avions entendu dans les médias, lui, monsieur le ministre, dire que son secteur n'a pas de problème. Mais comme vous venez de le constater, ils sont en train de prévoir un salon de l'artisanat. Et comment voulez-vous prévoir un salon de l'artisanat sans prendre en considération ces agents-là qui doivent former maintenant ces derniers-là pour que ce salon-là puisse véritablement réussir. Et le formateur au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis de poursuivre toujours en dénonçant aussi le non-paiement des indemnités de correction et de déplacement. Nous sommes presque à 2 à 3 mois des examens professionnels et je vous dis, nous tous qui sommes là, nous étions allés aux examens professionnels depuis l'année dernière et jusque-là, nous n'avons pas reçu ni nos indemnités de correction et aussi ni nos indemnités de déplacement. Il menace toutefois de passer à une vitesse supérieure si rien n'est fait à ce propos. Saint-Louis, Yves Tendeng,
Sud FM. Yves Tendeng, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire, a clôturé ce mardi à Saint-Louis sa série de CRD spéciales consacrée à la fonction publique locale. Omar Gueye y a exprimé sa ferme volonté de moderniser l'administration de manière générale. Il préconise une implication de toutes les collectivités territoriales en vue de la mise en œuvre effective de la fonction publique locale. On l'écoute avec Yves Tendeng. Nous bouclons aujourd'hui à Saint-Louis une série de CRD, Comité régional de développement spécial consacré à la fonction publique locale. Nous avons fait les 13 régions et nous terminons par Saint-Louis. Comme vous le savez, cette fonction publique locale est à mettre en corrélation avec la volonté de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, de moderniser l'administration de manière générale. Et vous savez que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Donc, elles ne doivent pas être en reste de cette modernisation. C'est la raison pour laquelle, après la signature du dernier décret, le 8 janvier 2020, portant organigramme type, qui fait qu'à l'heure actuelle, avec la loi de 2011, nous avons 23 décrets d'application bouclés. Donc il faut maintenant que nous tous nous soyons mobilisés pour la mise en œuvre effective de la fonction publique locale. Mais pour ce faire, il fallait que les exécutifs locaux, notamment les maires et présidents de conseil départemental, comprennent le bien fondé de la fonction publique locale, mais comprennent également les mécanismes de sa mise en œuvre. Et au sortir de cette rencontre, nous sommes satisfaits. Satisfaits premièrement par la bonne préparation et organisation, mais également satisfaits parce que tous les maires et présidents de conseil départemental qui se sont déplacés de manière massive ont compris le bien fondé de la fonction publique locale et se sont engagés d'ici le 31 mars au plus tard à régulariser les personnels qui avaient été audités et pour lesquels ces maires et présidents de conseil départemental doivent prendre les arrêtés d'intégration et ensuite prendre les arrêtés de titularisation. La direction de l'état civil va lancer prochainement plusieurs programmes pour relever de manière considérable le taux d'enregistrement des faits d'état civil. Selon le directeur de l'état civil, l'État du Sénégal a bénéficié d'une enveloppe de plus de 18 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds fiduciaire de l'Union européenne. Des acteurs de la santé, officiers d'état civil et élus se penchent depuis ce mardi à Kaolack sur les outils de collecte d'informations pour l'enregistrement des naissances. Écoutons les explications d'Aliou Ousmane Sall, directeur de l'état civil, au micro de Mamadou Camara. Nous avons au niveau du ministère le projet de l'Union européenne, le projet pour la sensibilisation concernant le système d'état civil, mais aussi sur la considération du fichier national d'identité. Et ce projet de 17 milliards va permettre de moderniser le système, d'avoir une seule solution informatique pour tous les centres d'état civil, mais aussi réhabiliter les centres, créer des centres secondaires, mais aussi c'est un projet qui prend en compte aussi la diaspora, les représentations diplomatiques. Avec ce projet, on aura non seulement à interconnecter les centres pour permettre à chaque citoyen d'avoir accès à l'acte dans un lieu où il est sans se déplacer. Et l'acte aussi soit sécurisé avec un numéro qui permet de faire la traçabilité, mais aussi surtout la fiabilité des données. C'est 585 centres actuellement. On a fait l'enquête au niveau de ces centres-là. On a sillonné tout le pays. On a une situation de référence sur la gouvernance des centres, sur les équipements, sur l'existant et le problème d'accessibilité entre les centres et les établissements humains. Et vu, considérant tous ces problèmes-là, on a formulé le programme et actuellement, on va bientôt démarrer. On est en phase de signalisation des projets avec deux opérateurs, Civipol et Annabelle, qui nous assistent dans la mise en œuvre de ce projet phare, qui est une volonté politique du président de la République, qui tient beaucoup à la modernisation intégrale du système d'état civil. On a eu aussi à travailler sur l'élaboration de la stratégie. Comme vous le savez, le Sénégal était en retard par rapport aux autres pays. Guy Marius Sagna obtient la liberté provisoire. Son avocat, maître Rouré Chiba, soulagé par cette nouvelle, précise que malgré ce séjour carcéral, l'activiste est plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. On l'écoute avec Rapsa Elimanouane.
Maître Khourey Chiba qui réagit après la libération de Guy Marius Sagna. Mais selon l'avocat, cette nouvelle lui fait beaucoup de plaisir, mais qu'il précise que l'activiste est plus que jamais déterminé à poursuivre le combat. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis après cette libération, les leaders du collectif Ñoo Lank qui étaient aux abords du camp pénal n'ont pas pu voir leurs compagnons sortis par une porte dérobée. Toutefois, ils se disent contents et fiers d'avoir mené la lutte et en soulignant qu'après cette libération, le combat continue. Aliou Sané, membre de Ñoo Lank avec Amadou Moustapha Dian. Il est libéré, Guy Marius Sagna est libéré, c'est acté. Aujourd'hui, il dormira chez lui. Il est où actuellement? On ne peut pas vous dire où il est, mais ce qui est sûr, c'est que sa libération est actée. Guy Marius Sagna est libre et aujourd'hui, il dormira chez lui. Il est chez lui, mais il dormira chez lui aujourd'hui. C'est ça l'information. L'autre chose aussi, c'est vraiment de féliciter le pool d'avocats qui a été commis par Ñoo Lank et qui a fait un excellent travail dans tout le processus qui a mené à sa libération aujourd'hui. Et l'autre chose, mais pas des moindres, c'est de féliciter le peuple sénégalais pour sa mobilisation à travers le collectif citoyen Ñoo Lank. Pendant 3 mois, on a vu un peuple debout qui a été là pendant toutes les grandes mobilisations qu'il y a eu sans jamais faiblir. Mais vraiment, gatché ngalama au peuple sénégalais qui a été uni, debout et très fort à travers le collectif Ñoo Lank pour la libération de Guy Marius Sagna. Et aussi, mention spéciale à la famille de Guy Marius Sagna, à son épouse, à son papa et à toute sa famille, mais aussi à sa famille qui est le Frappe France Dégage quand même, qui était dans le collectif avec toutes les autres organisations qui s'est plié aux exigences de cette dynamique collective. Le combat Guy Marius Sagna et nos camarades qui étaient allés pacifiquement manifester devant le camp pénal y étaient pour une raison, c'est-à-dire une raison qui est chère à tout le peuple sénégalais, c'est-à-dire le retour, que le gouvernement revienne sur la décision de hausse du prix de l'électricité. Et ce combat, il va continuer. Le collectif, dans les jours à venir, Inch'Allah, tiendra une conférence de presse pour se prononcer sur la suite du combat qui ne va pas s'arrêter parce que le combat qui est important, c'est celui de tout le peuple sénégalais contre la hausse du prix de l'électricité et il ne saurait s'arrêter. Et puis une note sportive dans cette édition avec les Jeux Olympiques 2020, le 2022 plutôt. Le site proposé par le comité d'organisation pour l'escrime est rassurant selon le délégué de la Fédération internationale de la discipline qui était à Dakar pour une visite technique. Ziak Tayani s'est exprimé au micro de Odile Minkilan. Franchement, ma visite aujourd'hui était très très positive. J'ai visité le centre d'exposition, c'est un très très beau édifice. Tout neuf, au fait. Apparemment, il vient d'être fini, les travaux viennent d'être finis. Ils ont dû l'utiliser pour quelques congrès ou quelques expositions. C'est un édifice qui est extraordinaire pour l'escrime, pour les Jeux. Comme j'ai dit aujourd'hui au secrétaire général du comité olympique, ça va être très utile, pas uniquement à l'escrime, mais pour d'autres disciplines aussi, puisque toute la zone va être occupée donc par beaucoup d'autres disciplines. Les installations sont extraordinaires. Service autour aussi qui est très important pour nous, pour les compétitions telles que les Jeux olympiques. C'est très important. Le service qui est autour de la salle, beaucoup plus important que la salle elle-même en fait. Mais tout se présente très bien jusqu'à présent. Donc nous, on attend, moi particulièrement, j'attends la visite du comité olympique, des techniciens du comité olympique international qui vont arriver la semaine prochaine pour approuver définitivement les sites par discipline et à partir de là, donc nous, on va démarrer les études. J'aurai d'autres visites à faire ici pour avancer. Donc c'est rassurant ce que vous avez vu? Très rassurant même. J'ai organisé 5 Jeux olympiques et l'endroit où on a visité aujourd'hui, c'est un site au niveau des Jeux olympiques. Je peux vous assurer que j'ai assez d'expérience pour vous dire que c'est extraordinaire ce que j'ai vu aussi. J'étais très content et ça m'a assuré. J'ai tout de suite envoyé un message à mes supérieurs à Lausanne pour les rassurer que ça se passe très bien. Bon, maintenant, ils attendent mon rapport définitif, mais ça va être très, très positif.
À l'instant, le délégué de la Fédération internationale d'escrime à Dakar pour une visite technique. Il était avec Odile Minkilan. Tout de suite, place au journal de la santé avec Ndeye Hadi Diop. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le coronavirus est au Sénégal. Le premier cas a été confirmé par l'Institut Pasteur de Dakar. Le patient de nationalité française est mis en quarantaine au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, a dit le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le vendredi 28 février 2020, la cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été contactée par une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française reçu en consultation et présentant une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux de tête. Sur la base de ce tableau clinique répondant à la définition de cas, une équipe s'est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer les prélèvements. Il s'agit, je l'ai dit tantôt, d'un patient de nationalité française, marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de 2 ans. Il a séjourné en France, précisément à Nîmes, et à la station de ski de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020 après ses vacances. Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Pas de panique face au coronavirus. Il faut respecter les mesures préventives. Le dispositif de lutte du ministère de la Santé a été renforcé. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses 2 enfants et de son épouse. L'Organisation mondiale de la santé a été conformément au règlement sanitaire international. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées. Je sais que nous pouvons parfaitement faire confiance à notre système de santé pour la maîtrise de toute la situation. Pour les besoins de l'efficacité, de la transparence dans l'information, les journalistes qui souhaiteraient avoir une accréditation permanente au niveau de notre service de com pour recevoir l'information au jour le jour et la traiter sont la bienvenue au niveau d'une salle de presse que nous allons installer au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous étions avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, avec Amadou Moustapha Dian. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. 22h passées de 33 minutes, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. L'état clinique du 2e cas confirmé de coronavirus au Sénégal est stable selon le ministère de la Santé. Le patient qui est un résident français de 80 ans est au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Des cas suspects sont en train d'être suivis, informe le directeur général de la Santé, en attendant les résultats des prélèvements. Rapport 2017-2018 de l'OFNAC, Petrotim, Timis Corporation et Cosmos Énergie épinglés pour délit de faux et usage de faux, concussion et complicité de concussion. 425 hauts fonctionnaires assujettis n'ont pas encore déclaré leur patrimoine. Guy Marius Sagna, provisoirement libre depuis cet après-midi, mais le combat pour la baisse du coût de l'électricité continue. L'activiste va continuer à défendre ses convictions citoyennes, selon son avocat Maître Khourey Chiba et ses camarades de Nyolonk qui informent que le combat ne fait que commencer. Le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz va en grève dès minuit. Un mot d'ordre de 72 heures pour le déblocage des négociations sur le projet de la convention du sous-secteur des hydrocarbures, la situation de la SAR et le cas de Gazal Transport. Mise en onde de ce 22 heures assurée par Pape Laye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre chronique Sud Éducation.